recherche de la vérité, étude de la morale, amélioration matérielle et morale, perfectionnement social et intellectuel, tolérance mutuelle, respect des autres et de soi-même et liberté de conscience. Observons donc le spectacle du monde depuis que l'humanité est soumise au sophisme maçonnique de 1789 pour en comprendre le mensonge. Où sont l'amélioration matérielle et morale des peuples, le perfectionnement intellectuel et social de l'humanité, la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, et liberté de conscience, alors que l'on ne voit que guerres, massacres et persécutions religieuses, misère, perversion sexuelle à l'échelle mondiale, sous l'égide des grandes démocraties? C'est, il faut l'avouer, à l'inverse que l'on assiste. Venons-en maintenant aux questions essentielles qu'il faut se poser quant à la maçonnerie. Qu'est-ce que la maçonnerie? D'où vient-elle et sous quelles influences est-elle apparue? Quelle est sa vraie nature? En quoi son action peut-elle expliquer les mouvements de l'histoire et l'évolution de la société? Quelle est son importance véritable? Car deux erreurs sont à éviter, la voir partout et la voir nulle part. Qu'est-ce que c'est la maçonnerie? La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Au cours de la guerre de 1870, les fantassins arabes, dont la conduite fut héroïque, particulièrement à Wissembourg et à Vorst, étaient devenus populaires sous le nom de Turcos. Le nouveau régime se contenta de les démobiliser, mais Adolphe Crémieux, membre du gouvernement provisoire et fondateur de l'Alliance israélite universelle, décida de naturaliser en bloc par décret tous les juifs d'Algérie, qui n'avaient pourtant pas donné un homme à la défense nationale. La qualité de français, refusée à la race autochtone en dépit du sang versé, était octroyée brusquement à des usuriers devant lesquels une femme musulmane dédaigne de se couvrir la tête, et si méprisée qu'un vrai croyant ne les tue pas sans déshonneur. Donc déjà, vous apprenez que Adolphe Crémieux s'appelait au départ Isaac Jacob Crémieux, mais qu'il a changé son prénom en Adolphe pour faire moins juif, ce qui est assez génial. C'est-à-dire que dans les années 1850, quand on voulait passer pour un bon français, qu'on s'appelait Isaac Jacob, on se faisait appeler Adolphe. Donc il est né le 30 avril 1796 à Nîmes, et il est mort en 1880, je sais pas où, à Paris. Entre les deux, il a eu le temps de faire le décret Crémieux. Hein. Voilà, il n'est pas venu pour rien. Alors il était avocat, homme politique français, il a été ministre et président du consistoire central de l'Alliance israélite universelle. C'est un universalisme, l'universalisme israélite, qui n'est pas tout à fait l'universalisme français, hein, pour ceux qui veulent s'intéresser à ça. Il est l'auteur du décret Crémieux d'octobre 1870. Il eut un parcours illustre dans la franc-maçonnerie, voilà, et il fut l'ami de l'abbé Grégoire, dont il fit l'éloge funèbre. Bon, voilà, intéressez-vous au rôle de l'abbé Grégoire aussi. Voilà. Donc voilà, Isaac Jacob Crémieux, prénommé Adolphe, effectivement, le père du décret Crémieux, il n'était pas juste un député français et un méchant sous-chien français, il était un juif, président de l'Alliance israélite universelle et franc-maçon de première bourre. Voilà. En 1775, la guerre d'indépendance éclate aux États-Unis. Et c'est une loge maçonnique qui en est à l'origine. La loge de Saint-André de Boston, dirigée par Joseph Warren. La déclaration d'indépendance des États-Unis sera très influencée par les principes humanitaires des francs-maçons, comme nous le prouve en France Gilbert Dumotier de Lafayette. Et Lafayette, qui avait été initié là-bas, vous voyez, en même temps pour être sous les ordres du frère Washington, l'a, disons, introduit en France. Je rappelle que Lafayette est mort vers les années 1830 et que vers la fin de sa vie, on lui a offert, je crois que c'est en Virginie, une propriété avec de très nombreux esclaves. Donc voyez-vous que ce que la maçonnerie appelle, elle, être une libération du genre humain, ne l'est pas. Toutefois, il fallut créer un État où les Juifs pouvaient prospérer en toute impunité.
Un État que l'on appellera États-Unis, dont l'indépendance fut déclarée la même année que la création des Illuminés de Bavière en 1776, dont on retrouve inscrit sur les billets de $1 la date en chiffres romains, l'emblème et le nombre d'étoiles qui correspond probablement aux 13 degrés de l'ordre du crâne et des os, plus connu sous le nom de Skull and Bones. Skull and Bones est une société secrète qui a vu le jour aux États-Unis en 1832, dont pas mal de choses vont découler jusqu'à aujourd'hui. Après la Banque d'Angleterre, la Banque de France, c'est alors que le Congrès dit américain allait en 1913 accoucher d'un troisième monstre, la Federal Reserve, pure création juive maçonnique. Le hasard fait bien les choses, ou alors que c'est les choses qui font bien le hasard. La victoire des Alliés doit être le triomphe des principes maçonniques. De multiples massacres au sein de l'Europe et plusieurs centaines de milliers de Français catholiques furent laissés sur le carreau durant la guerre 14-18 sous les ordres du franc-maçon Joseph Joffre. La victoire des Alliés doit être le triomphe des principes maçonniques. Telle fut la cause réelle de la guerre de 14-18 qui allait saigner à blanc les puissances européennes. La victoire des Alliés doit être le triomphe des principes maçonniques. La Seconde Guerre mondiale ne fut qu'une étape de plus pour affaiblir les nations européennes au bénéfice de l'Amérique sioniste qui émergeait. La victoire des Alliés doit être le triomphe des principes maçonniques. Dès l'arrivée du chancelier Hitler au pouvoir, le monde juif et maçon allait déclarer la guerre et le blocus économique à l'Allemagne, comme le démontrait le titre Run du Daily Express du 24 mars 1933. Le monde juif déclare la guerre à l'Allemagne. Le monde juif s'unit, boycotte l'économie allemande. L'Allemagne était en passe de se faire déclarer la guerre par la couronne britannique et la Troisième République. La victoire des Alliés doit être le triomphe des principes maçonniques. Des centaines de milliers de civils brûlés au phosphore par les bombardements à Dresde et Hambourg, revenant par 3 vagues successives pour être sûr de ne rater personne. La victoire des Alliés doit être le triomphe des principes maçonniques. Hiroshima, Nagasaki, 2 villes entières furent bombardées à l'atome par décision de membres d'une organisation maçonnique héritière des Illuminés de Bavière, les Skull and Bones. Vous avez des maçons très importants à la tête de la révolution russe. N'oubliez pas que Kerensky, par exemple, était maçon. C'était le petit ami, si je puis dire, de la sœur de Lénine. Le père de Lénine avait été leur professeur, voyez. Et lui-même, disons, a été sauvé des conséquences violentes de la révolution russe en quittant le pays dans une automitrailleuse américaine, d'ailleurs. Bon, c'est pour dire qu'il y avait déjà, derrière le pouvoir, qui allait être le pouvoir soviétique, voyez-vous, une œuvre de destruction de l'autorité. Et cette œuvre de destruction de l'autorité a d'abord été, disons, faite par les maçons. Ils ont passé la main, comme dans un match, voyez-vous, aux bolcheviks. Et quand les bolcheviks ont fait effondrer entièrement la société russe, c'est la maçonnerie qui l'a repris, voyez-vous. C'est pour ça que vous trouvez aujourd'hui dans la mafia russe, évidemment, des liens très étroits avec les États-Unis d'Amérique. Tous les symboles américains sont des symboles maçonniques. Bon, également un homme comme Chiang Kai-shek, par exemple, qui a été dans le camp américain et qui s'est opposé aux Japonais, et était lui-même membre de la franc-maçonnerie. Le créateur de la République chinoise, Sun Yat-sen, n'est-ce pas, avait été initié dans une loge de San Francisco. Le créateur de la République turque,
Mustafa Kemal avait été initié à Naples, dans une loge qui en latin portait le nom, la Macédoine de la vérité retrouvée, ou de la vérité, disons, oui, c'est ça, restituée. Voyez-vous donc, à chaque fois, les mots d'ordre maçonniques, par exemple de laïcisme, etc., que l'on voit aujourd'hui fleurir, ne sont pas là pour poser une liberté, mais pour pouvoir freiner tout ce qui, reposant sur une conception, sur une expérience de la divinité, voyez-vous, pourrait justement projeter l'homme vers le surhumain. Observons donc le spectacle du monde depuis que l'humanité est soumise au sophisme maçonnique de 1789 pour en comprendre le mensonge. La CAQ a aussi fait adopter à l'unanimité le retrait du crucifix de l'Assemblée nationale, une première au Québec.